Bienvenue dans ce périple intrigant à travers les méandres tumultueux du bien et du mal. Une dualité qui tisse la trame complexe de notre réalité. Tel un équilibre fragile entre ombre et lumière, notre exploration ne se penchera pas sur les individus apportant de la lumière sur notre monde, mais sur l'obscurité qui se tapit au cœur de l'humanité à travers le prisme captivant de personnages infâmes. Imaginez ce monde comme un vaste tableau, où les teintes de moralité se fondent dans un kaléidoscope énigmatique. Embarquez dans cette vidéo pour une quête fascinante, où les lignes entre justice et cruauté s'estompent, dévoilant les mystères enfouis de l'esprit humain. Préparez-vous à plonger dans l'abîme, où chaque histoire de crime révèle une facette unique de cette énigme qui défie la compréhension en France. Comme vous l'avez compris, avec cette petite introduction tout en poésie, je vais vous présenter 3 personnages infâmes, des personnes qui ont commis des crimes abominables en France, pour que vous puissiez vous-même les découvrir si vous n'en avez jamais entendu parler. À part le lieu de prédilection de ces 3 individus, notre pays, tout différencie les différents individus que je vais vous présenter. Effectivement, ils ont tous prospéré, si on peut dire ça comme ça, à des périodes totalement différentes de l'histoire. J'espère que ce format-là vous plaira, c'est une petite première pour moi, donc j'espère que ça va vous satisfaire. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous indique également mon Instagram AkenTV, juste ici si vous souhaitez me rejoindre là-bas, me partager une histoire qui vous est arrivée et que vous souhaiteriez que je raconte sur la chaîne, c'est avec plaisir que je la lirai. Vous pouvez également me suivre si vous souhaitez juste être au courant des actualités de la chaîne. J'espère que vous êtes bien installés et si vous êtes prêts, laissez-moi commencer avec notre premier personnage infâme de France. La première personne dont je vais vous parler se prénomme Gilles de Rais, un individu qui a vécu des siècles avant notre époque. Il est né aux environs de 1404, dans une famille assez grande en Bretagne, et il a reçu une éducation plutôt soignée de la part de ses parents. Rien ne semblait indiquer qu'il allait faire subir des choses affreuses, terribles, mais tous les signes qu'il montrait laissaient plutôt présager que cet homme allait devenir un grand homme de bien. Mais en 1415, c'est un grand changement qui survient dans la vie de Gilles de Rais. Il devient orphelin avec son frère car ses parents meurent subitement. Les 2 enfants sont donc pris en charge par le grand-père maternel, Jean de Craon. Et à l'inverse de l'éducation qu'avait reçue Gilles de Rais avec ses parents, là son éducation devient déplorable. Notre homme, Gilles de Rais, a quitté un foyer aimant, chaleureux, pour en trouver un autre qui n'est rempli que de violence. Mais pas nécessairement de violence envers les enfants. C'était plutôt une violence vis-à-vis du monde qui nous entoure. Le grand-père laissait Gilles faire ce qu'il désirait, prendre ce qu'il souhaitait, vivre à sa guise, et le seul exemple qu'il montrait était son propre exemple. Donc rapidement, Gilles de Rais a commencé à calquer son attitude sur celle de son grand-père et il a commencé à se sentir au-dessus des lois, au-dessus des autres, comme s'il avait en quelque sorte un droit presque divin sur le monde qui l'entourait. Et à cette époque, quoi de mieux pour un jeune qui veut dominer le monde que de partir en conquête. C'est à l'âge de 15 ans que Gilles de Rais se lance dans autant de batailles et de guerres qu'il le peut. Et il est plutôt doué pour ça. Rapidement, son talent, sa bravoure sont reconnus et en 1429, il est fait maréchal de France. Une distinction qui lui a été donnée pour avoir levé le siège d'Orléans en compagnie d'une figure extrêmement connue de France, Jeanne d'Arc. La gloire de Gilles de Rais ne s'arrête pas là. Ses actes de guerre et de bravoure le font entrer dans la cour du roi. Cela lui donne accès aux plus hautes sphères de la société. C'est pour dire, il a été proche du roi Charles VII lors de son sacre à Reims. Sa vie d'homme continuant, il s'est marié à Catherine de Thouars et il a eu une fille avec elle, Marie. On pourrait dire qu'à ce moment-là, Gilles de Rais était au sommet de sa gloire. Il touchait presque les étoiles de par son succès. Mais une tache vient jaunir cette belle peinture. Alors qu'il était âgé de seulement 28 ans, le grand-père maternel de Gilles de Rais, celui qui a continué son éducation, perd la vie. Par conséquent, Gilles hérite de nombreux domaines, comme par exemple
beaucoup de châteaux dans l'ouest de la France, ainsi que d'une immense fortune. Et notre homme, maintenant qu'il est devenu noble et par les titres et par la fortune, souhaite être reconnu non plus uniquement pour sa bravoure lors de guerre, mais aussi en tant que personne, en tant que noble. Donc il dilapide énormément d'argent pour organiser des festivités majestueuses. Il organise des énormes galas en son honneur, il organise également des pièces de théâtre qui sont prodigieuses. Tout le monde semble sous l'admiration de cet homme, à qui on dirait que tout réussit, mais dans l'ombre, il se livre à certaines expériences. Derrière toutes ces paillettes, il se donne à l'étude de sciences occultes. Il étudie également la magie, l'alchimie, et se livrant à corps et âme dans ce domaine-là, il s'entoure même de personnes qui lui promettent être en contact avec des démons, le diable, des personnes qui étaient en réalité des charlatans et qui souhaitaient simplement vivre tranquillement sur le dos de Gilles de Rais. A l'inverse de Jeanne d'Arc qui disait entendre la voix de Dieu, Gilles de Rais, lui, prétend ressentir la présence du diable. Et c'est ce fameux démon qui aurait donné sa volonté à Gilles, celle de commettre des crimes abominables, et c'est dans l'année 1432 que Gilles de Rais consent à honorer cette demande. Notre homme envoie ses hommes de main kidnapper des jeunes garçons dans la région de Nantes. Et cette population-là, il y tient. Il aime les jeunes garçons, surtout quand ils n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. C'est pour dire, ces victimes étaient majoritairement âgées de 6 ans ou aux alentours. Et une fois que les garçons sont ramenés à Gilles de Rais, là il se livre à un sadisme des plus gargantuesques. Il abuse de chacun des jeunes garçons, il les torture et ensuite il leur tranche la gorge pour mettre fin à leur vie, ou alors même il retire leur peau alors qu'ils sont encore en vie. C'était un spectacle abominable. Et Gilles de Rais forçait ses hommes de main à assister à ces séances de torture. Et notre homme ne se sentait nullement tourmenté par ce qu'il réalisait. À l'inverse même, il y prenait un énorme plaisir. Il se délectait d'ôter la vie à de jeunes enfants, de les écarteler, de séparer la tête de leur corps, à les voir baigner dans leur propre sang. Et parfois il se livrait même à des abus sur le corps des enfants, alors qu'il leur avait déjà ôté la vie. Il ne s'arrêtait pas après son macabre travail terminé. Il gardait parfois les têtes de ses victimes, celles qui trouvaient les plus beaux, pour les contempler, alors que le reste des corps des enfants, eux, étaient dans une mare de sang, totalement éviscérés, leurs entrailles se baladant sur le sol. Et fort heureusement, Gilles de Rais ne s'en est pas tiré. Effectivement, les disparitions d'enfants causées par Gilles de Rais ne passent pas inaperçues, et à raison. En environ une dizaine d'années, le nombre de victimes de Gilles de Rais a été décompté à 800 personnes. 800 enfants. Par un calcul très simple, on peut dire qu'il était à 80 jeunes garçons victimes de son atrocité par an pendant 10 ans. Donc forcément que c'est quelque chose qui se remarque. Gilles de Rais est arrêté le 15 septembre 1440 alors qu'il se trouvait dans son château de Machecoul. Tout de suite, notre homme n'y les fait. Mais il semblerait que les personnes qui l'arrêtent ont toutes les preuves nécessaires, le mettant en lien direct avec les disparitions d'enfants. Effectivement, il a été remarqué qu'il y avait des ossements calcinés dans les douves de ces différents châteaux, donc le lien a été rapidement établi. Bien qu'il a d'abord nié les faits, devant les preuves, il avoue. Un procès a eu lieu, et c'est là que Gilles de Rais a absolument tout déballé, et sans aucun remords. Il se délectait, il prenait plaisir à raconter le moindre détail des plus sordides à ceux qui étaient là pour le condamner. Il explique également que ses envies sadiques lui viennent de son grand-père maternel, celui qu'il a éduqué. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il a appris pendant son éducation, c'est quelque chose vers lequel il s'est tourné lui-même. En fait, quand son grand-père est décédé, il s'est rendu là où il vivait, et en se promenant dans sa bibliothèque personnelle, il est tombé sur divers livres mettant en avant des pratiques sadiques. Des pratiques sadiques qui étaient réalisées par des empereurs romains notamment, et les trouvant totalement fascinantes, Gilles de Rais a décidé de les mettre, lui aussi, en pratique. Nous sommes à une époque lointaine, donc à cette période, pas de condamnation de prison, on condamne Gilles de Rais au bûcher, à l'instar de Jeanne d'Arc, dont il avait été par le passé compagnon d'armes. Mais on peut dire que parfois l'argent et la noblesse donnent du pouvoir. Le cas de Gilles de Rais donne à ces termes-là raison, car il n'a pas été réellement condamné à mourir par le bûcher.
son titre de noblesse a fait qu'il a pu demander à être étranglé discrètement avant de passer sur le bûcher pour ne pas connaître la douleur d'être brûlé vif. Une chance pour lui, si on peut dire, chance que Jeanne d'Arc, elle, n'a pas pu avoir. C'est là que l'histoire sordide de Gilles de Rais se termine. Je vous ai épargné toutes les histoires de bataille, tous les faits historiques qui l'ont amené à porter son rang. C'était pas ce qui nous intéressait pour cette vidéo, mais de ce que j'ai pu voir dans mes recherches, il semblerait que l'histoire de Gilles de Rais ait inspiré une autre histoire, celle de Barbe Bleue. Effectivement, Charles Perrault, pour son histoire, aurait pris des morceaux de la vraie histoire de Gilles de Rais pour constituer celle de Barbe Bleue, et on peut le remarquer dans les points communs que les deux hommes portent, tous deux assoiffés de sang. Barbe Bleue assassinait ses épouses, tandis que Gilles de Rais, lui, était plutôt porté sur des jeunes garçons. L'histoire fictive de Barbe Bleue a rejoint la réalité, car on appelle aujourd'hui également Gilles de Rais Barbe Bleue. Marcel Petiot est un homme né à Auxerre le 17 janvier 1897. Un homme qui donc à cette époque jeune enfant montrait déjà qu'il faisait preuve d'une grande intelligence. Il avait l'air d'avoir un esprit plutôt aiguisé. Effectivement, il a développé la capacité de lire assez rapidement. À l'âge de 5, il lisait déjà comme un enfant de 10 ans, sans difficulté. Mais son intelligence développée n'avait d'égal que sa violence grandissante. Il a commencé en classe à distribuer à ses camarades des images obscènes, à tirer à l'arme à feu sur des chats, ou même à torturer ces mêmes animaux pour son bon plaisir. Par exemple, il étranglait des chats après leur avoir trempé les pattes dans de l'eau bouillante. Un comportement qui lui donne du mal à se sociabiliser, à accepter les règles, donc il est à plusieurs reprises renvoyé de ses différentes écoles pour indiscipline. Il fait également preuve de voyeurisme. À 17 ans, il a été arrêté parce qu'il fracturait des boîtes aux lettres. Il ne cherchait rien de spécial, il cherchait juste à lire le courrier qui était adressé aux propriétaires des différentes boîtes aux lettres. Notre homme, bien qu'arrêté, n'a pas été condamné parce qu'il a été diagnostiqué par un psychiatre, diagnostiqué comme étant bipolaire. Il entame par la suite des études de médecine qu'il arrête plutôt rapidement pour rejoindre les forces armées françaises pendant la Première Guerre mondiale. Il part sur le front en 1916, mais il ne reste pas très longtemps dans les lignes armées parce qu'il est blessé. Blessé au pied à cause d'un éclat de grenade, et il est donc emmené ensuite pour être hospitalisé. Chassé de naturel et il revient au galop. À l'hôpital où il est censé être traité, il vole des couvertures. Donc il fait un tour par la prison militaire d'Orléans et il est encore une fois analysé par des psychiatres. Il est diagnostiqué comme neurasthénique, c'est-à-dire qu'il est victime de fatigue chronique, mais ce n'est pas tout. Il est également diagnostiqué comme déséquilibré mental, dépressif paranoïaque et sujet à des phobies. Quoi qu'il en soit, une fois que sa blessure n'existe plus, qu'il s'est rétabli, là il est renvoyé sur le front en 1918, sauf qu'il est de nouveau blessé. Donc il est renvoyé à l'hôpital pour être guéri, mais cette fois-ci on ne le renvoie pas au front une fois qu'il est rétabli, on décide de le faire quitter les forces armées à cause de ses problèmes psychologiques. Il reçoit donc une sorte de pension de la part de l'armée pour son service et également pour ses troubles psychologiques, mais il doit faire des visites de temps en temps auprès de psychologues pour voir l'avancement de son état. Et lors de l'une de ces visites, il y a un changement de diagnostic. On lui diagnostique une psychose mélancolique, une obsession de la persécution et une démence précoce. Donc il semblerait que l'état psychologique de notre homme s'est petit à petit dégradé. Quelque chose qui pourrait s'expliquer par sa présence sur le front pendant la guerre. On sait tous que ça a un impact non négligeable sur la psychologie des hommes. Même un homme des plus sains mentalement peut ressortir de ce genre d'événement avec de graves troubles psychologiques. Quoi qu'il en soit, étant un ancien combattant, il réussit à se réinsérer. Effectivement, les anciens combattants ont un accès facilité aux études, donc il décide de reprendre les études qu'il avait arrêtées, des études de médecine. Cette fois-ci, il arrive à finir ses études, il est diplômé de la faculté de médecine de Paris le 15 décembre 1921, donc là la guerre est terminée. D'ailleurs, il sort de cette faculté avec les honneurs, et un an après l'obtention de son diplôme, il décide de créer son propre cabinet médical. Il ne l'ouvre pas à Paris, là où il a obtenu son diplôme, mais dans la ville de Villeneuve-sur-Yonne. Là-bas, il devient rapidement populaire, considéré comme un bon médecin. Mais il ne se fait pas remarquer que pour ses talents médicaux. Effectivement, Marcel Petiot est aussi sujet à de la kleptomanie, c'est-à-dire qu'il a une obsession
à voler des choses. La popularité du médecin grandit tellement qu'à un moment donné, il est même élu maire. Sa vie continue plutôt tranquillement. Il épouse une femme, Georgette Lablé, qui est la fille d'un commerçant qui a son commerce à Paris. Et bien qu'on pourrait penser que malgré les troubles psychologiques, Marcel Petiot arrive à trouver une vie plutôt normale, son nom commence à apparaître de plus en plus fréquemment auprès des tribunaux. Les causes seraient des détournements de fonds, des fraudes à l'assurance maladie, mais gagnant bien sa vie, il peut se permettre d'avoir un bon avocat qui lui évite à chaque fois la prison. Quoi qu'il en soit, il reste quand même condamné et donc il se voit dans l'obligation de quitter sa position de maire. Sauf qu'il arrive quand même à se faire élire dans un conseil départemental, mais encore une fois, il doit quitter son poste parce que cette fois-ci, on se rend compte qu'il a fraudé sur son compteur électrique. Et après ces événements, on commence à s'intéresser un peu plus à lui. On se dit c'est quand même bizarre qu'il semble être un homme totalement respectable, mais qu'il ait autant de casseroles. Et en plus, il y a des affaires inexpliquées qui surviennent aux alentours de là où vivait Marcel Petiot. Sa bonne, Louise, a disparu dans des circonstances que l'on n'explique pas. Une laiterie a pris feu, mettant fin à la vie de la propriétaire de la dite laiterie. Et on ne sait pas comment ce feu aurait pu se déclarer. Tout semble penser qu'il y a une origine criminelle à cet incendie. Et donc, voyant que la justice commence un petit peu à faire des liens entre lui et ces différents incidents, Marcel Petiot décide de quitter Villeneuve-sur-Yonne pour partir à Paris. À la capitale, rebelote. Marcel Petiot reprend tout depuis le début, c'est-à-dire qu'il ouvre son propre cabinet médical, et pour se différencier un peu des autres médecins, à la capitale il y a beaucoup de monde, il veut s'alpaguer le plus de clients possible, Marcel Petiot fait une énorme publicité, il se survend un peu trop. Il met en avant les bienfaits de l'électrothérapie qu'il maîtrise, il dit qu'il peut soigner n'importe quelle maladie, n'importe quel mot de tête en un claquement de doigts. De plus, Petiot prétend être également un spécialiste de la désintoxication. Tout ça pour attirer toutes les personnes addictes dans son cabinet, leur prescrire ce qu'ils veulent, et comme ça il ne peut pas être embêté pour trafic de stupéfiants. Ça lui fait une source de revenus, les personnes vraiment se ruent dans son cabinet. Mais encore une fois, alors que tout semblait bien se passer pour lui, en 1936, il est arrêté pour quelque chose encore qui n'a rien à voir avec ce qu'il a fait avant, c'est-à-dire les différentes fraudes. Là, il est arrêté pour vol à l'étalage. Donc, on peut considérer que son problème de kleptomanie était toujours présent. Sa défense, pendant son procès concernant ce fameux vol à l'étalage, c'est qu'il avait le droit de le faire parce qu'il est un génie et qu'un génie n'a pas à se soucier de payer pour quelque chose qui l'intéresse. Tout de suite, il est jugé comme étant un aliéné mental. Donc, on ne l'enferme pas en prison, il est envoyé dans un hôpital pendant 7 mois. Sauf que, à l'hôpital, à la maison de santé d'Ivry, il a l'air d'être totalement normal. Donc, une question commence à se poser, c'est est-ce qu'il a joué l'aliéné mental pendant le procès pour éviter la prison, ou est-ce qu'il l'est réellement? Un expert psychiatre est donc appelé. Il rencontre Marcel Petiot et il établit un diagnostic. Pour lui, Marcel Petiot est délirant et irresponsable. Mais on décide de faire appel à un second avis. Donc un deuxième expert psychologue est contacté, et là, lui, ce qu'il dit, c'est que Marcel Petiot est un individu qui n'a aucun scrupule et qui n'a d'ailleurs aucun sens moral. Le 20 février 1937, Marcel Petiot est libéré de la maison de santé d'Ivry, et il reprend tranquillement le cours de sa vie, et il reprend ses consultations médicales. Et c'est là qu'on va rentrer dans quelque chose d'assez fou, car pour ceux qui aiment ce genre d'affaires, vous connaissez probablement l'affaire H.H. Holmes, Henry Howard Holmes, qui avait créé un manoir des enfers avec plein de pièces destinées à torturer des personnes. Eh bien, Marcel Petiot a fait quelque chose de plutôt similaire aussi. On pourrait dire que c'est en quelque sorte le Henry Howard Holmes français. Le 11 août 1941, il a acheté un hôtel particulier dans la ville de Paris, toujours, et il réalise bon nombre de travaux. Et des travaux qui ne sont pas là juste pour améliorer son confort de vie. Tous ces travaux ont en réalité un sens bien plus sordide. Il fait par exemple surélever un mur pour éviter qu'on puisse voir ce qu'il se passe dans la cour de l'immeuble. Il transforme une partie en cabinet médical. Et il a également aménagé la cave avec des doubles portes, une pièce triangulaire avec une porte équipée d'un judas et un puits rempli de chaux. Pendant cette période, si vous ne l'avez pas encore remarqué, nous sommes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous savez que c'est une période où il y a eu énormément de traques. Et Marcel Petiot s'est servi justement de ce contexte-là, ce contexte très tendu, pour réaliser ses pulsions les plus abominables. C'est pour dire,
en 1942, il propose de faire un passage clandestin vers l'Argentine à des personnes qui ont peur d'être poursuivies par la Gestapo, la police secrète de l'État allemand à l'époque. Sauf que, évidemment, il ne compte pas du tout aider les personnes qui en ont besoin. Il invite les personnes qui veulent réaliser cette évasion chez lui, de nuit, avec une valise contenant des objets de valeur, des bijoux, de l'argenterie, de l'argent. Et pour en quelque sorte faire passer le message qu'il propose ce genre de passage, il fait appel à un homme, un coiffeur et un musicien pour délivrer un peu son message. Et comme par hasard, plusieurs personnes qui ont voulu partir du pays sont parties, mais pas du pays. Concrètement, Marcel Petiot les a assassinés. La première victime qui a disparu était Joachim Guchino. Lui aurait apporté l'équivalent de 300 000 € de diamants. Il était venu seul chez Marcel Petiot qui se présentait comme étant le docteur Eugène pour préserver son identité au cas où. Et voyant que sa sordide affaire fonctionnait, il a commencé à prendre la confiance et à s'attaquer non plus qu'à des personnes qui étaient seules, mais à des familles entières. Et évidemment, la plupart de ces victimes étaient des personnes qui cherchaient à fuir l'occupation allemande. Vous vous doutez qu'à cette époque-là, c'était très compliqué, donc toute solution de sortie était appréciée et Marcel Petiot était un homme qui abusait de cette volonté de fuir. Comprenant que quelque chose d'étrange se passe autour de ce fameux docteur Eugène, la Gestapo a décidé d'envoyer un client sous couverture. Sauf que même lui n'est jamais revenu. Finalement, l'entreprise du docteur Eugène ayant beaucoup de succès, les gens commencent à parler, à remarquer des disparitions étranges et c'est donc un Français, un indique qui a prévenu les soldats allemands qui ont fait une descente dans le fameux cabinet du docteur Eugène, Marcel Petiot en réalité, et comme vous pouvez le savoir, les soldats allemands ne réalisaient pas des interrogatoires des plus gentils. Marcel Petiot a été torturé pendant 8 mois pendant lesquels il a révélé qu'il n'entretenait aucun lien avec la résistance à l'époque, car on pense que peut-être Marcel Petiot justement leur donne des informations, les cache, ce genre de choses. On pourrait le penser, sachant que lui, la couverture de ses meurtres, c'est qu'il offre un passage pour quitter le pays. Donc on pourrait penser effectivement qu'il est lié à la résistance. Finalement, n'ayant aucune preuve contre lui, il est libéré en 1944 et Marcel Petiot trouve que ça commence à sentir un peu le roussi. Donc il décide de détruire tous les indices qui pourraient l'incriminer. C'est 2 mois après sa libération, il avait été libéré en janvier et nous sommes maintenant en mars, que des voisins alertent les autorités se plaignant qu'il y a des odeurs vraiment nauséabondes qui s'échappent d'une des cheminées qui était celle de là où vivait Marcel Petiot. Les autorités sont venus sur place, la bâtisse était fermée donc ils ont cassé une fenêtre pour aller enquêter à l'intérieur. Peut-être qu'il y avait un début d'incendie ou un gros problème, ils ne pensaient pas du tout tomber sur le spectacle auquel ils allaient faire face. Ils sont donc allés dans la cave, là d'où semblaient venir les fameuses odeurs abominables, et tout de suite ils ont vu sur le sol de la cave le corps d'être humain dépecé. Et il y avait certains corps qui étaient en train de brûler dans une sorte de cheminée, et c'est ça qui causait justement les odeurs abominables que tout le monde a pu sentir. Là, il existe plusieurs choses qui se disent, mais on ne sait pas quelle est la réalité. On sait que Marcel Petiot s'est volatilisé, mais il y a 3 histoires différentes qui varient un petit peu. Marcel Petiot se serait rendu sur place, il n'aurait pas été reconnu, il se serait fait passer pour son frère Maurice, et voyant qu'il y a la police qui est là, il aurait pris la fuite. Autre version, il n'est jamais venu au cabinet, il a tout de suite mis les corps à brûler et il est parti. Autre version, on dit que Henri Lafond, le chef de la Gestapo en France, aurait découvert l'activité sordide de Marcel Petiot et l'aurait convaincu de travailler pour lui et ensuite l'aurait fait disparaître. Pas qu'il l'aurait tué, mais qu'il lui aurait dit de s'en aller. On n'est pas encore à la recherche de Marcel Petiot, on continue la fouille de sa maison de l'horreur et on découvre dans l'arrière-cour qu'il y a des dizaines de cadavres, environ 72 valises, des centaines de kilos d'objets volés, plein de vêtements appartenant à des hommes, des femmes, même des enfants. Et pour se faire oublier, Marcel Petiot, lui, a décidé de s'engager. En gros, je ne vais pas vous faire tout le truc historique, mais dans les forces françaises de l'intérieur, sous un faux nom, celui de capitaine Valéry, et dans ces forces françaises de l'intérieur, en gros, en fait, il a rejoint la résistance. Il arrive à passer un peu entre les mailles du filet jusqu'à la fin de la guerre, et à un moment donné, sachant que Marcel Petiot est quand même recherché, on ne sait pas où il est, un lieutenant des services de renseignement français a une idée. C'est de rédiger un article très provocateur visant à détruire la réputation de Marcel Petiot, disant qu'il était en collaboration avec les Allemands pendant la guerre, etc. Et Marcel Petiot a utilisé son droit de réponse, il a rédigé une lettre manuscrite pour répondre justement à cet article
qui était loin de faire son éloge. Sauf que là où Marcel Petiot s'est fait avoir, c'est que le journal dans lequel il y avait toutes les accusations à son encontre n'était diffusé que à Paris ou dans ses alentours, pas dans toute la France. Donc, il était facile de comprendre que Marcel Petiot se cachait dans la capitale. Finalement, il est arrêté à une station de métro. Il se cachait en réalité dans sa famille, auprès de son frère Maurice, de sa femme, chez sa maîtresse, et en fait il ne restait jamais vraiment au même endroit, il bougeait entre les différentes habitations de chacun. C'était en réalité un vrai petit business qui s'était créé autour de Marcel Petiot. Lui assassinait des personnes et en fait les membres de sa famille, sa femme, son frère revendaient les objets qui avaient été volés pour se faire de l'argent. Finalement, il y a eu procès, évidemment. Il n'y a aucun doute sur le fait que la personne arrêtée est Marcel Petiot. On a comparé son écriture avec celle de la lettre, donc il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Et on lui reproche, pendant sa période d'activité morbide, d'avoir commis 27 assassinats. Marcel Petiot, lui, est très narcissique, très égocentrique. C'est-à-dire que lui ne dit pas avoir assassiné 27 personnes, il dit qu'il en a assassiné bien plus, une soixantaine, mais ce ne sont que des Allemands, des collaborateurs, ce genre de choses. Il dit qu'il a fait ce qu'il a fait pour la France. Sauf que les enquêteurs lui mettent quelque chose devant les yeux qu'il ne peut pas expliquer. Ils lui disent « Pourquoi a-t-il le pyjama d'un enfant s'il a fait tout ce qu'il a fait pour la France? À quel moment assassiner un enfant aurait fait du bien au pays? Et comment est-ce possible également que les corps qu'on a retrouvés, qui ont été identifiés, étaient des personnes qui cherchaient à fuir le régime allemand? Et à cela, Marcel Petiot fait moins le malin. Il ne sait absolument pas comment se défendre. Marcel Petiot fait preuve d'une désinvolture incroyable pendant son procès. Il s'endort même alors qu'on est en train d'exposer les différents faits, et 3 experts psychiatres ensemble analysent son cas, car rappelez-vous, on lui a quand même diagnostiqué plusieurs fois des maladies mentales, sauf que les 3 se mettent d'accord sur une chose. Marcel Petiot n'a en réalité aucun problème mental. Donc, ne pouvant pas fuir à sa condamnation avec une possible aliénation mentale qui l'aurait directement envoyé vers un hôpital psychiatrique, il est donc condamné à mort pour tous ces meurtres. C'est donc le 25 mai 1946 que Marcel Petiot a perdu la vie guillotiné, et juste avant que la lame ne s'abatte sur sa nuque, il avait un grand sourire affiché sur son visage. On a cherché à retrouver la fortune que Marcel Petiot a réussi à établir avec ses activités criminelles, mais on n'a jamais réussi. Et on estime qu'elle aurait atteint les 30 millions d'euros. Une fortune qui fait rêver certains. Effectivement, l'hôtel où se sont passées les abominables actions de Marcel Petiot a été racheté, et ceux qui l'ont racheté ont organisé des fouilles incroyables pour essayer de retrouver un magot, un trésor qui aurait été caché, contenant la fameuse fortune disparue. Émile Louis est un homme qui est né à Auxerre à la date du 26 janvier 1934. Dès les premiers jours de sa vie, il a été abandonné par sa mère et donc il a été placé dans une famille d'accueil là où il a grandi. Ce n'est qu'à l'âge de 15 ans qu'il a compris, ou en tout cas qu'on lui a dit, que ses parents adoptifs n'étaient pas ses parents biologiques. C'est à ce moment-là qu'on lui a fait la grande révélation. C'était un jeune homme qui n'était pas vraiment calme, qui avait un comportement qui allait à l'encontre des lois, un comportement qui lui a fait passer quelques temps dans un centre de délinquance où là-bas, il a été abusé. En 1952, alors qu'il a 18 ans, la majorité, il s'engage dans la Légion étrangère, il participe à la guerre d'Indochine et son rôle est de ramener les morts et les blessés. À la fin de la guerre, il revient au pays et il est décoré pour son service. À son retour, il était âgé de 20 ans et il épouse une femme, Chantal Delagneau, avec qui il a 2 filles. Il a également 2 fils et la petite famille vit dans la région d'Auxerre. Selon ce qu'a dit son épouse, Émile Louis avait une double personnalité. Une personnalité qui était très douce, très gentille, et une autre qui était tout l'inverse. Il pouvait parfois être méchant et cruel. À la suite de son service, il devient chauffeur d'autobus, et au bout de quelques années, il se sépare de sa femme pour une raison assez particulière. En gros, il ne se sépare pas d'elle forcément parce qu'il ne l'aime plus, il se sépare d'elle parce qu'elle n'a pas de libido par rapport à lui. En attendant de se refaire, il vit avec une femme, Gilberte Lemémorel, qui va finir par disparaître. Et c'est suite à sa séparation avec sa femme qu'il va commencer à être arrêté pour attentat à la pudeur sur des mineurs. Mais pas n'importe quel mineur, des mineurs qui sont placés en foyer d'accueil ou qui sont orphelins. Il est également inculpé pour un meurtre, celui de Sylviane Lesage, âgée de 23 ans, qui était une jeune femme élevée par la personne que fréquentait Émile Louis à ce moment-là. Le corps a été retrouvé précisément à l'endroit où lui avait l'habitude d'aller à la pêche, donc le lien a été fait, et on a voulu lui mettre sur le dos également des disparitions qu'il y avait eu dans l'Yonne. Cette personne avait disparu et
étonnamment, ces 7 personnes étaient des filles qui prenaient le bus que Émile Louis conduisait. Donc le lien est fait, mais lui dément formellement qu'il l'a impliqué et dans le meurtre et dans les disparitions. Finalement, il n'est que condamné pour une peine de 5 ans pour attentat à la pudeur sur mineur, et finalement, il est libéré au bout de 4 ans. En 1989, Émile Louis avait déménagé, il était dans le sud de la France, et il est perpétuellement condamné pour des attentats à la pudeur. Il vivait dans un camping et il essayait de faire des attouchements à des enfants qui se trouvaient sur le terrain voisin, mais il n'est pas du tout condamné, et pour meurtre et pour les disparitions de Lyon. C'est toujours des condamnations vis-à-vis d'attentats à la pudeur, et en fait c'est des choses annexes qui vont le lier à tout ça. Par exemple, il y a un enquêteur qui était persuadé que Émile Louis était responsable de tout ce dont on l'accusait et ce dont pourquoi il n'a pas été condamné, donc le meurtre et les disparitions, et tellement mal que personne ne le croyait, suite à son enquête, il s'est donné la mort. Une autre personne, elle, pas du côté de la justice, mais du côté, on va dire, des coupables, a permis justement de faire des liens. En fait, un homme, Pierre Charrier, qui était directeur d'une association pour les handicapés, a été pris en flagrant délit à l'arrière d'une voiture avec une jeune fille. Elle avait 22 ans, elle était handicapée et ce Pierre Charrier essayait d'abuser d'elle. Et cet homme, en plus d'être un agresseur, était également un proche d'Émile Louis. Donc Émile Louis avait en fait un lien avec justement ce système, le système de la protection de l'enfance. En plus de ça, il était également famille d'accueil, parfois employé par des établissements qui étaient en lien avec la protection de l'enfance, et il semblerait que justement toutes ces victimes aient également un lien avec ce système. Ces victimes privilégiées étaient donc en fait des personnes qui étaient des enfants de la protection de l'enfance. Et c'est tout un mouvement en fait autour des fameuses disparitions de Lyon qui ont permis de mettre en avant le fait que Émile Louis en fait était impliqué. Il y a eu beaucoup de bruit, de la médiatisation, et tout ça a permis de remettre cette affaire de disparition sur le devant de la scène. Donc finalement, acculé, Émile Louis a été placé en garde à vue suite à un aveu, celui où il dit qu'il est bien à l'origine des fameuses disparitions de Lyon. Il indique où on peut retrouver certains corps, et effectivement les enquêteurs retrouvent des corps au dit endroit. Il y avait le corps d'une de ses maîtresses, le corps d'une personne qui était hébergée chez lui alors qu'il était foyer d'accueil, et après il a dit non en fait c'est pas moi, alors qu'il avait quand même donné des bonnes indications, et généralement quand on dit ce genre de choses il y a peu de place au doute. La seconde femme d'Émile Louis, Chantal, porte plainte contre lui, elle dit qu'il a abusé d'elle, qu'il a même également abusé de sa propre fille qui était mineure. Lui avoue, dit que c'est vrai, mais après il se rétracte. Il y a eu procès, tout va dans le sens où Émile Louis est bien responsable et des disparitions et des abus. Je vais pas vous faire le détail, mais finalement il a été condamné à perpétuité. Et il est décédé pendant son enfermement à l'âge de 79 ans. Ce qu'il faut savoir dans cette histoire, c'est que la condamnation est venue très longtemps après les faits, car il a fallu attendre 23 ans pour que justice soit rendue aux victimes. Une durée qui était très longue et qui confortait en quelque sorte Émile Louis, parce qu'il pensait que, vu qu'il y avait une vingtaine d'années qui s'étaient écoulées entre les disparitions et son arrestation, il pensait qu'il y avait prescription. C'est pour ça qu'en fait, au début, il a tout avoué, il se disait de toute façon je suis tranquille, mais quand on lui a dit que non, ça allait pas passer, c'est là qu'il est revenu sur ses aveux. Quoi qu'il en soit, dans cette histoire d'abus, de disparition et de meurtre, le voile du mystère a été levé et la vérité a été établie. Et voilà les amis, on en a fini pour ces 3 histoires sur des personnes infâmes. J'espère que ça vous a intéressé. Alors petit détail, je fais exprès de ne pas rentrer vraiment dans les détails du procès parce que personnellement c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi ce que je tiens le plus à présenter ce sont plutôt les faits plutôt que tout ce qui est derrière ensuite la partie légale. Je l'admets, ça m'intéresse un peu moins, c'est pour ça que je résume vraiment très succinctement ce qu'il s'est passé pendant les procès, ou sauf s'il y a vraiment eu des détails très importants à sortir. Là je le dis, mais sinon on va dire que je vais faire un peu l'impasse dessus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite à me suivre sur Instagram @TV que je vous ai fait juste ici. C'est une petite première pour moi, une petite série. J'ai déjà raconté l'histoire d'une personne, mais là je me suis dit faire une petite série de 3 comme ça. Dites-moi si ça vous plaît en commentaire, je le referai bien si jamais ça vous intéresse. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Nous on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!